Les dessins qui sont représentés ici sont entre 1890 et 2018. C'est un florilège de dessins sur pratiquement tout le XXe siècle, 1890-2018. Il y a ce dessin-là, est un dessin de Giacometti, et c'était important pour nous de le montrer parce qu'il représente le moment où Giacometti va être montré pour la première fois au public par Jeanne Bucher, notre arrière-grand-mère, et donc c'est un dessin qui date exactement du moment de la rencontre entre Jeanne Bucher et Giacometti. Donc on s'est efforcé de trouver des dessins qui avaient un lien avec l'histoire de la galerie. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, de perpétuer l'histoire et de l'actualiser. Ce dessin-là est un dessin de Laurence, qui date de 1943, et il illustre la période pendant laquelle Jeanne Bucher a montré Laurence à la galerie. Laurence a eu une exposition en 1942, c'était la seule exposition qu'il a eue à Paris pendant la guerre, et donc on voulait absolument avoir un dessin de Laurence de cette période-là. Il peut être interpellé par la présence de Rodin dans cette exposition. Ça, c'est un dessin qui date de 1907 et qui illustre la période pendant laquelle le frère de Jeanne Bucher, Pierre Bucher, qui était docteur, mais en même temps un amoureux de l'art, a organisé à Strasbourg, qui était à l'époque allemande, et il s'est forcé de défendre la culture française, et il a exposé en 1907 des sculpteurs français, dont Rodin. La galerie a été fondée par mon arrière-grand-mère il y a plus de 95 ans, en 1925, et Jeanne Bucher a commencé par l'édition, donc elle s'intéressait à la fois au texte parce qu'elle était traductrice, et elle a publié des poètes, et puis elle a rencontré des artistes, et elle a commencé sa galerie comme ça, en montrant en fait des artistes étrangers, le plus souvent, qui venaient à Paris et qui se présentaient à elle parce qu'elle parlait plusieurs langues. Et donc, elle était toute surprise quand elle a commencé à vendre ses artistes parce que c'était pas son métier. Et puis, on s'est aperçu qu'elle a découvert quand même, elle a été ouverte aux grands artistes, je veux dire, de l'époque, qui étaient Giacometti, Kandinsky, Max Ernst, Chauvin, Vieira da Silva, je veux dire, tous ces artistes qui sont devenus évidemment beaucoup plus connus. Ensuite, et qui aujourd'hui sont très connus, et qui à l'époque ne l'étaient pas, puisque la première exposition de Giacometti date de 27 à la galerie, et nous avons un dessin de cette époque-là. Et Lipschitz et Arp sont les deux artistes qu'elle montre beaucoup à ses débuts. Et nous continuons aujourd'hui avec des artistes vivants qui sont Dany Caravane, Jean-Paul Philippe, Paul Matisse. Et en fait, ce sont, ce qui nous intéresse, c'est justement le trait de chacun. Et comment ce trait de chaque dessinateur-sculpteur, en fait, donne à voir la personnalité de sa recherche. Autour des fusains de Daigne a un trait, c'est-à-dire qu'il fouille en fait l'humain, qui est comme sa sculpture, c'est-à-dire il va vraiment au fond de l'être, de l'humain tel qu'il le voit, mais c'est le trait de Daigne, je veux dire, c'est vraiment sa recherche à lui. Vous avez le trait de Shingu, qui est un trait. Shingu est quelqu'un qui est un sculpteur qui travaille avec l'eau et avec le vent principalement. Et là, on est déjà dans l'espace, on est déjà dans l'air, et on est dans des dessins qui sont très techniques, presque technologiques, qui sont à la fois extrêmement précis et on est d'ores et déjà dans l'espace. Là, vous avez un dessin de sculpteur. Jean-Paul Philippe, je veux dire, qui est un dessin qui est un sculpteur de pierre, et donc là vous avez un dessin sur marbre où Jean-Paul Philippe en fait exprime absolument tout son vocabulaire de sculpteur, c'est-à-dire l'amarelle, la tour observatoire, la sédia, le chariot, l'échelle, qui sont en fait des formes qui sont très récurrentes dans sa sculpture. Ici, le dessin d'un sculpteur environnemental, qui est un sculpteur qui travaille sur site
et qui, donc là on est à Muru, près de Dara. C'est une sculpture de 1 kilomètre de long qui s'est inscrite dans un site, et là nous sommes dans la tente pyramidale, et nous voyons d'ailleurs qui est une tente qui a été construite sur site au milieu des montagnes en acier cortène, et rien que par le trait de Dani Caravan de sa forme, on ressent presque l'acier cortène. Et donc, on n'est pas juste dans une forme, on est dans une forme et une matière. Là, on est dans le trait de Giacometti, et Giacometti, je veux dire, là, on est vraiment dans le portrait de sa mère, qui est un portrait de 1951, et c'est un des très, très beaux dessins de Giacometti, et on est vraiment, tout à coup, dans cette espèce de verticalité, et comme si Giacometti cherchait à atteindre en fait l'âme de sa main, l'essence de sa mère. Et on est dans la sculpture, je veux dire, on est exactement dans ces personnages filigranes qu'il n'a cessé de faire tout au long de sa vie. Là, on est dans le trait de Dubuffet, qui est la première œuvre connue de Dubuffet, qu'il a réalisée à l'âge de 16 ans, où tout à coup, avant même, je veux dire, c'est sa première œuvre d'artiste, et avant même qu'il soit négociant en vin, et il reviendra beaucoup plus tard à l'art, mais on voit déjà qu'il a toute la connaissance du dessin traditionnel et la touche de quelqu'un qui saisit en fait la personnalité de la personne qu'il dessine. Là, on est dans l'évanescence de Rodin. On est en même temps dans la sculpture est évidemment extrêmement présente avec ce corps, et en même temps, je veux dire, son trait donne tout l'impalpable en fait de ce qu'il cherche à exprimer à travers la matière. Et peut-être c'est encore plus visible justement dans ce dessin où il y a quelque chose qui sort du corps et qu'on ressent en fait dans sa sculpture. Et là, nous sommes chez Marc Di Suvero dans une énergie extraordinaire. C'est une étude pour Beethoven, qui est une sculpture qui est massive, qui est en acier, qui ont été installées à Paris. Et on voit, je veux dire, toute l'énergie, parce que je crois que c'est vraiment ce qui est dans l'essence du travail de Marc Di Suvero, c'est finalement, par ces formes massives en acier, il arrive à donner le mouvement et l'énergie. Et donc c'est très très présent tout à coup dans son dessin. Plusieurs dessins représentés ici, ce sont des dessins de sculpture, ça c'est le cas. Sinon, il y a des dessins de sculpteurs. Par exemple, Rodin insistait beaucoup sur le fait que ces dessins représentaient une part très importante dans son œuvre. Ce n'étaient pas des dessins préparatoires, c'était vraiment un acte créatif. C'était des œuvres uniques qui ne cherchaient pas des esquisses ou des études. Vous vous posiez la question sur le dessin. D'une part, ce sont des dessins de sculpteurs. Ce sont des gens qui pensent le corps dans l'espace, la forme dans l'espace. Et ensuite, parce qu'un dessin de dessinateur pur ou un dessin de sculpteur n'est pas le même. Un dessin de sculpteur a cette relation à l'espace. C'est-à-dire qu'il a d'ores et déjà la tridimensionnalité, il a d'ores et déjà la forme qui s'inscrit dans l'espace. Et c'est un patrimoine vivant. À chaque époque, il y a une manière de regarder ou de comprendre une œuvre qui évolue, qui change, ou peut-être il y a certaines choses dans les années 30 ou 40 qu'on ne voyait pas et qu'on comprend mieux avec 60 ans de recul. Et donc, en fait, je veux dire, c'est un patrimoine vivant. Et le mot vivant est très important. C'est-à-dire, nous montrons des artistes vivants et nous continuons avec des artistes vivants, mais ceux qui sont morts sont aussi vivants à travers leur œuvre. Et comme gardien du temple, vous voyez, il y a cette sculpture Maya qui est absolument exceptionnelle et qui date de quelques siècles après Jésus-Christ et qui est justement le symbole de toute cette histoire que l'on vous raconte, qui a une présence absolument incroyable et qui pourrait être aussi bien contemporaine que ancienne, peu importe. Ce qui compte, c'est sa présence et sa force.